Bienvenue à tous pour cette édition de l'Instant Wipsy. Nous sommes à l'événement numérique en commun à Pau. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de numérique et notamment de la notion de cybermenace. Nous allons donc nous interroger sur la question en quoi la cybersécurité est l'affaire de tous et nous concerne beaucoup plus que l'on ne le pense. Cet épisode vise à comprendre comment le numérique peut aussi représenter un risque si l'on n'est pas assez informé et préparé aux éventuelles menaces qu'il peut représenter. Et pour cette émission, je suis en compagnie de trois invités exceptionnels. Merci à vous d'être présents avec nous ce jour. Nous avons en notre compagnie Julie qui représente l'espace France Service de Peyrorade. Bonjour. Nous avons Hubert de la Cyberbase, un réseau d'accompagnement informatique à Mourinx et à Orthès. Bonjour. Et nous avons aussi Marin qui est étudiant en master géopolitique. Bonjour. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, possède un équipement numérique, mais tout le monde sait-il l'utiliser de façon sécurisée? Quelles sont les premières choses auxquelles vous pensez lorsque l'on parle de protection numérique? Moi, si vous voulez, je peux commencer. Moi, dans mon cursus, j'ai eu la chance de faire un peu d'OSINT et c'est assez intéressant le nombre d'informations qu'on peut trouver sur nous-mêmes ou sur les autres. On peut vraiment remonter beaucoup de choses à travers. Il y a tellement de sites internet où on peut retrouver des informations sur nous. Juste à partir du moment où on a une SCI ou une société, on peut trouver son adresse. Si on n'a pas une société de domiciliation, par exemple, on peut retrouver si on a été marié, l'année où on a été marié, parce que dans les statuts de l'entreprise, il y a ce genre d'informations qui apparaît. On peut retrouver vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est assez flippant. Et on sait que maintenant, il y a aussi des choses qui cherchent vos têtes et grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on peut retrouver toutes vos traces où vous êtes présent physiquement, en fait, et de plus en plus. Et sachant qu'on est de plus en plus dans un monde numérique aussi, c'est qu'on laisse de plus en plus de traces et qu'on va toujours plus en laisser. Et donc, c'est de plus en plus difficile de contrôler ces données. Tu nous as parlé d'OSINT, c'est quoi l'OSINT en clair? C'est Open Source Intelligence et c'est le fait de faire du renseignement grâce à des informations trouvables en open source. Donc en open source, c'est-à-dire en source ouverte. La traduction, mais en gros, c'est juste en tapant quelques mots-clés ou en utilisant certaines techniques qui restent dans la légalité et accessibles vraiment à tous, arriver à, à condenser et à trouver des informations spécifiques sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est beaucoup utilisé dans le journalisme, par exemple, quand il y a des manifestations dans des pays où il y a peu d'informations qui passent, etc., par exemple. Donc par exemple, on pourrait mettre Monsieur Dupont football et trouver des informations à propos de lui. Oui. Et en fait, en faisant un condensé de tout ce qu'on trouve, on peut arriver à la fin à retracer un profil. Moi, j'ai pu remonter, alors que c'était ma prof d'OSINT, j'ai pu remonter et retrouver à moitié son arbre généalogique, quoi, donc, alors que c'était une prof en plus. Donc c'est que dès qu'on cherche un peu, on peut trouver vraiment pas mal de choses, quoi. La comparaison un petit peu avec les films d'espionnage ou à l'ancienne, on va dire, où il y avait quelqu'un, faites-moi un dossier sur un tel, et il sortait le dossier où il disait, voilà, il a tant d'enfants, il a travaillé tant d'années à tel endroit, etc. Bon, c'est la même chose, mais en utilisant juste les données qui sont disponibles pour tout le monde sur Internet. Tout à fait. Et puis tu disais tout à l'heure par rapport à la parallèle de l'intelligence artificielle. Hier, j'avais un atelier sur comment s'informer sur Internet. Et on a dévié forcément avec l'IA. Et du coup, on a découvert un site Internet, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Teen Eyes. Qui permet du coup effectivement de mettre une photo de soi et de trouver les sites internet sur lesquels on est référencé. Et la grande question, c'était de dire, bah ouais, mais s'il n'y a pas de photo de moi, si j'en mets une, du coup il y en aura une. Donc le débat s'est alimenté sur ça, mais... Je crois qu'il y a les conditions justement parce qu'on peut faire supprimer sa photo derrière. D'accord. En fait, Okay. quand on met on n'a sa pas photo été jusque dessus. là du coup, mais Je c'est important crois à qu'il y a savoir. ça parce que je m'étais posé la question de faire ça aussi sur moi, mais je m'étais dit, ah, je peux le faire. Oui, puis il y a les photos qu'on a postées nous-mêmes, on va dire, sur nos comptes. Mais il y a surtout les photos qui ont été postées par d'autres personnes, soit de manière, on va dire, vraiment intentionnelle, voilà, une réunion de famille ou un concert, je ne sais quoi, mais même parfois, peut-être voilà, par des touristes, on a été pris en photo et notre photo, finalement, notre visage est potentiellement retrouvable parce qu'on a été sur les photos d'un parfait inconnu. Oui, ou même aussi. sur un post LinkedIn, etc., sur une conférence. Voilà. Pour faire un amalgame, c'est comme si vous laissiez la porte d'entrée de votre habitat grande ouverte. Dans le bilan publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur l'année 2025,
La CNIL a affirmé un chiffre clé, c'est 6167. C'est le nombre de violations de données signalées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce chiffre et tous ceux que je vais citer à l'avenir sont issus de la CNIL, de l'ANSSI, de cybermalveillance.gouv.fr et toutes les sources issues du gouvernement français. Et ce chiffre 6067, il met en valeur le fait qu'il y a énormément de fuites de données et ce qui permet d'enrichir les bases de données et de trouver davantage d'informations à notre égard. On va rentrer un peu plus dans la fiction qui en réalité n'en est peut-être pas. Effectivement, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. On nous parle souvent d'être écouté, avoir des publicités ciblées, du profilage selon nos intérêts. Est-ce que cette illustration que l'on se fait est peut-être un peu trop tirée de séries comme Black Mirror ou est-ce qu'elle est légitime, cette pensée ? Non, à mon avis, elle est très légitime, à part bon, le fait d'être écouté. On ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui est en train d'écouter en direct ce qu'on est en train de dire à côté de notre téléphone qui est posé sur la table. Mais par contre, pour tout ce qui est publicité ciblée, effectivement, on utilise tout ce qu'on cherche sur Internet, tout ce qu'on a publié, les commentaires qu'on a pu faire, tout ça peut être utilisé pour faire un profil détaillé et qui va nous permettre, qui va permettre donc à des sociétés d'en connaître plus sur nous et de pouvoir faire des publicités adaptées à notre âge, à notre orientation politique, à notre localisation géographique, etc. Pour rebondir avec ce que tu dis, Hubert, c'est vrai qu'on a des questions et notamment on pourrait se questionner. Je pense qu'il y aurait des études à aller voir là-dessus. Je ne suis pas experte du sujet, mais notamment dans les messages qu'on échange avec nos proches sur des situations particulières qu'on pourrait vivre ou ce genre de choses, où finalement l'algorithme des réseaux sociaux derrière nous alimente sur un sujet sur lequel on vient d'échanger peut-être quelques heures avant. Donc forcément, ça met un petit peu la puce à l'oreille sur cette question-là de est-ce que c'est légitime ou pas. Mais du coup, c'est vraiment là où il faut faire attention à ce que l'on dit et malgré tout à ce qu'on laisse comme trace de nous sur les réseaux ou sur Internet en particulier. En fait, en résumé, tout ce qu'on laisse sur Internet, et y compris notre activité associée, ça forme une sorte d'identité numérique. Et c'est justement celle-là qu'on serait amené à protéger et du moins ne pas laisser public. Si on prend l'exemple de la Chine, eux, ils ont poussé ce profilage en fait, numérique à son paroxysme qui nous rappelle des scénarios dystopiques à la 1984 ou le meilleur des mondes. Et on voit qu'en fait, à travers les caméras de surveillance, à travers l'activité sur les réseaux, ils vont créer une sorte de notation de leurs citoyens. Et cette notation peut permettre ou ne pas permettre justement d'accéder à certaines informations, certains posts, et justement qui fait penser à l'un des épisodes d'ailleurs de Black Mirror, je crois, si je me souviens bien. Et sur l'écoute aussi, on avait eu en 2012, je crois, sur un trompe-l'œil sur l'ambassade américaine, et il y avait une parabole qui écoutait nos conversations autour de l'ambassade, je crois. C'était justement proche de l'Élysée, et c'est pour ça que ça fait Exactement. très polémique. Donc on y retient notamment que notre présence existe aussi de façon numérique, que nous transportons avec nous lors de notre navigation en ligne. Merci à vous, ça nous permet d'introduire justement cette notion d'identité de trace numérique. Que pouvez-vous nous dire sur l'importance de veiller à la préservation de notre identité et de notre trace numérique et qu'est-ce que cela peut éviter comme situation par exemple ? Moi, je vais faire le parallèle. Tu me présentais tout à l'heure comme, du coup, dans tout ce qui est espace France Service, moi, je suis conseillère numérique. Je vais vous faire une petite vision un peu de notre service. Donc, je travaille du coup avec des conseillers France Service qui accompagnent les personnes sur les démarches administratives, sur un certain niveau de démarche. Et on a du coup des partenaires comme la mission locale aussi qui interviennent chez nous, et notamment à destination des jeunes et en partenariat donc avec la mission locale et France Travail. On organise ce qu'on appelle des cafés des jeunes. Et on avait fait une thématique sur justement l'identité numérique par rapport à la recherche d'emploi. Et vraiment l'idée de cette traçabilité qu'on peut avoir de nous quand on sait qu'on a plus de 80% des employeurs qui recherchent du coup avant de soit nous convier à un entretien d'embauche ou de nous recruter. Et bien du coup ça nous amène à des questions. Effectivement les photos peut-être qu'un pote a laissées sur la dernière soirée, on n'a pas vraiment envie que l'employeur le voie. Et puis nos dernières vacances c'est pareil. Donc il y a vraiment cette question-là aussi de dire, et moi j'ai toujours cet exemple-là, est-ce que vous laisseriez des photos de vous
sur la place publique ou devant la mairie, puisque je fais aussi des ateliers collectifs en mairie. Donc, et en fait, les gens tout de suite et surtout les jeunes, ah non, non, surtout pas, je le garde sur mon téléphone. Et il y a vraiment cette notion de parallèle-là à faire avec est-ce qu'on a l'impression que tout ce qui va être dans notre téléphone va rester pour nous, ou vraiment on va le mettre à destination des GAFAM notamment, parce que c'est pour l'instant les premiers qui détiennent nos données. Donc vraiment l'importance de veiller à cette préservation-là, c'est aussi se respecter soi-même face à ce qu'on donne de nous sur Internet. Il y a en fait souvent un petit peu une confusion entre les données personnelles finalement qu'on a données avec notre consentement en cochant la petite case j'accepte, et puis les hackers, les pirates qui nous escroqueraient en volant nos données, en piratant nos boîtes mail, etc. Et donc on se dit tant que j'ai pas été piraté, ça veut dire que mes données personnelles sont en sécurité. Et en fait c'est là qu'on fait une erreur un peu parce qu'il y a plein de données personnelles qu'on donne. C'est quand on fait de l'OSINT, là comme on disait au début, finalement c'est qu'avec des données qui sont ouvertes, on n'a rien piraté, on n'a pas besoin de craquer quoi que ce soit. Et donc il faut veiller à sa sécurité de ces données personnelles de manière globale et pas que se protéger des pirates, mais se protéger aussi un peu des géants du web là, dont on parle à l'instant. Justement, il y en a, ils font des reventes de ces données et on peut couramment trouver des sites internet avec du ciblage publicitaire, etc. et des types de profils. Souvent, il n'y a pas le nom de la personne, son adresse IP ou quoi, mais il y a quand même des éléments qui permettent de retracer un profil numérique et espérer retracer à la personne qui... On peut demander à ce qu'elle soit supprimée vu qu'on est dans l'Europe, mais c'est vrai que s'il faut le faire pour chaque, c'est très très compliqué. La suppression des données, je fais aussi du coup, je suis promeneur du net jeunesse et parentalité, et donc du coup à destination des lycéens, on organise aussi via l'espace France Service des présentations de notre service, et du coup moi avec la casquette de promeneur du net aussi cette question de prévention de ce que vous pouvez laisser en ligne. Et il y a une petite application qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a été mise en place par la CNIL, qui s'appelle Phantom App, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et pour le coup, il y a une accessibilité plus simple pour retrouver ces données et justement le droit à l'effacement de nos données en ligne. Je sais que ça, c'est une chose que j'ai relevée. Lorsqu'on veut supprimer des données sur Google qui sont dans le moteur de recherche, il y a un formulaire à remplir qui est compliqué et souvent on n'a jamais de réponse ou c'est pas pris en compte. Pour donner quelques idées à nos auditeurs en ce moment, un nouveau type d'attaque fait ravage avec l'arrivée d'IA. C'est les agents virtuels qui vous appellent avec une intention de cloner votre voix ou d'imiter votre conseiller bancaire par exemple. L'IA prend de plus en plus de place dans notre vie ces dernières années. C'est notamment le cas sur les réseaux sociaux avec la multiplication d'un phénomène qui existait déjà mais qui ne fait que s'agrandir, les fake news. Et encore plus avec l'IA. Est-ce que auprès des personnes que vous accompagnez, vous constatez aussi que des victimes de cette justement désinformation, et est-ce qu'elles ont développé un esprit critique vis-à-vis des fake news ou elles n'arrivent pas forcément à faire de distinction? Alors nous accompagnons aussi bien des primaires que des collégiens, lycéens, adultes et jusqu'à seniors. Et effectivement, on a beaucoup en tête qu'il faut prévenir les jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux des fake news, mais en réalité, les seniors sont un public qui est fragile à ce niveau-là. Et je ne sais plus exactement la proportion, mais il publie les fake news, enfin il partage les fake news beaucoup plus que les plus jeunes. Nous, en tout cas, on les accompagne enfin tous les publics avec un jeu qu'on a co-créé avec plusieurs structures qui s'appelle Comment c'est fake et qui nous permet de se mettre à la place de quelqu'un qui veut fabriquer une fake news en fait. Donc on a d'abord on décrypte un petit peu les mécanismes, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y croire, qu'est-ce qui fait qu'on est poussé à partager cette information-là. Et ensuite, on essaie d'en créer une. Donc, on essaie de créer une vidéo. On essaie de choisir les ingrédients. On a plusieurs propositions de séquences vidéo sur le même sujet, mais avec une forme légèrement différente. Et on va demander aux joueurs de choisir qu'est-ce qui va le mieux marcher. Et on aura un score à la fin. Voilà, ça c'est un exemple d'outils qu'on a
mis en place et qu'on utilise notamment avec les lycéens parce que en partenariat avec les établissements scolaires, c'est plus facile d'avoir un groupe. Mais ce serait intéressant qu'on arrive à le faire avec des seniors. C'est juste qu'il faut qu'on trouve une manière de les amener à ce sujet-là pour lesquels ils se sentent peut-être un petit peu à l'abri. Et après, on fait face aussi à un phénomène qui est l'infobésité aussi, où finalement on est surchargé de notifications et d'informations, et du coup, souvent c'est difficile de savoir le vrai du faux. Alors hier, pareil, hein, je reviens sur l'exemple, j'avais un café débat sur comment s'informer sur Internet, et forcément le sujet des fake news est venu en premier. Et en fait, ce qu'il disait, c'était une peur en fait de se dire, est-ce qu'on va être berné par un certain sujet qui va arriver, est-ce qu'on va être influencé par la fake news qui va arriver. Et en fait, je les ai questionnés un petit peu comment savoir leur façon de faire face aux fake news, de comment s'informer si c'était vrai ou faux. Et finalement, en fait, la plupart disaient, bah, moi, si c'est pas un sujet qui me concerne vraiment, je vais même pas chercher de savoir si c'est vrai ou faux. Donc on est revenu sur le sujet initial, qu'on disait que les fake news étaient créées par l'IA et notamment à travers des deepfakes aussi, qui est un sujet très important. Et finalement, on a fini par dire on pourrait aussi demander à l'IA de nous faire un petit topo, de savoir si c'est une fake news ou pas. Le public que j'accompagne aussi est plutôt senior, mais malgré tout, j'ai un public jeune, notamment l'été à l'Espasado sur Peyrorade, donc sur la communauté de communes du Pays d'Orte et Arrigan. Et les jeunes sont souvent finalement plus au clair de savoir si c'est faux ou vrai. Ils arrivent à avoir des détails, notamment sur des vidéos. On a tous l'exemple d'Hollywood qui brûle. Oui, bah non, c'est faux, c'est trop gros. Donc ce sentiment d'urgence qui amène aux fake news, finalement, arrive pour certains à être repéré assez facilement. Je pense sur les intelligences artificielles qu'on utilise. On sait que Grok d'Elon Musk avait tendance à dire des choses qui étaient souvent pas forcément vraies, ou ou orientées, ou pas mal de choses comme ça. Donc il faut aussi faire attention avec ça. Mais on a quand même des choses qui arrivent et qui se mettent en place. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a souvent une petite étiquette notice sur l'IA. Oui. Quand il y a une vidéo ou une photo créée grâce à l'intelligence artificielle, ce qui déjà indique au site, à l'utilisateur, si c'est de l'IA et rend plus facile de se rendre compte de ce que c'est vraiment. Et même, je crois ils sont en train de mettre un filigrane en place. Je sais pas, je sais pas si c'est Mistral ou ChatGPT ou Google ou quelque chose comme ça. Oui, c'est peut-être Google Et ils le mettent en place du coup. et qui Et on essaye peut de le lui faire. demander d'analyser Ouais. si c'est un contenu qui a été généré par IA. Ouais, et ils l'ont donné à ChatGPT, je crois, qui va peut-être l'utiliser. Ou il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est sûr que Il y a quelque chose il comme y a ça, des donc, choses en cours. donc c'est assez intéressant. Et pour finir aussi, sur les appels téléphoniques malveillants, avec la dernière mise à jour d'Apple, je crois qu'il y a quelque chose qui se met directement en spam en fait quand il y a des suspicions. Et il y a aussi Orange Téléphone, une application qui est pas mal, qui est pas forcément que pour ceux qui ont un forfait Orange, et en fait qui t'indique ce que font les Samsung déjà depuis plusieurs années, je crois, hein, de prévenir si c'est du démarchage ou un numéro. Mais voilà, Apple ne l'avait pas fait, et donc grâce à ça, on peut voir si c'est un numéro potentiellement auquel il ne faut pas répondre. Mais là, je sais que Apple, ils ont implémenté un système, c'est un agent qui va demander oui, pourquoi est votre appel, pour quelle raison, et de se présenter, décliner l'identité. Et du coup, là, ils sont déjà confrontés à un premier mur de ils peuvent pas récupérer la voix. Souvent, ils attendent qu'on dise allô et hop, ils peuvent commencer à copier notre voix. Mais bon. Après, ça, c'est des sujets, ça a été mis en avant. Il n'y a pas eu trop d'études pour prouver ça, mais c'est un sujet qui alerte et ça a notamment été partagé par la police d'un certain territoire. Ils avaient fait une publication sur Facebook pour dire attention, faites attention au démarchage téléphonique dans les personnes. Ça ressemble un peu à un ping call, donc un appel d'une personne qui ne parle pas et qui est là juste pour vérifier si le numéro il est utilisé. C'est pas dangereux d'avoir ce petit extrait de voix, Voilà. mais il y a pas mal, il y a quelques vidéos qui circulent sur internet qui sont passées à des conférences, etc., où on voit qu'en fait on peut réutiliser cette voix pour derrière faire un appel de secours à ses parents, à sa famille, etc., pour demander de l'argent et dire qu'on est bloqué à l'autre bout du monde, et un appel de panique sur WhatsApp, etc. Donc ce qui peut être très très compliqué à gérer.
Ouais, une campagne de publicité par rapport aux photos qu'on postait sur Facebook à l'époque, où ça pouvait être détourné, on pouvait faire énormément de choses. Ça fait remettre en question aussi. Surtout sachant que la plupart des photos qui, euh, qui vont dans les réseaux pédophiles proviennent de comptes ouverts et de parents qui postent leurs photos sur les réseaux sociaux en compte public. Ça, je trouve que les parents ils sont souvent très mal informés ou se rendent pas forcément compte de l'impact qu'une simple photo peut avoir aussi derrière. Avec ce qui s'est passé, où on peut reprendre le corps et changer le corps de la personne en gardant la tête, ce qui s'est passé avec Grok et sur X, je crois, où justement on dénudait les femmes sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle. On peut faire la même chose avec des enfants, quoi. Ouais, c'est un sujet qui est au cœur, je pense, des préoccupations aussi. On avait entendu parler de cette histoire de deepfake avec Brad Pitt aussi, qui avait fait vraiment débat. Et dernièrement, là, sur justement un réseau, je crois que c'était TikTok, où du coup des personnes, enfin un influenceur en fait a révélé en faisant un deepfake et se passant pour une jeune de 14 ans, un monsieur qui du coup n'était pas à son premier coup d'essai justement sur tout ce genre de choses autour de l'intime. Tout à fait. Tout à fait. Et pour un petit outil, juste tout à l'heure, on parlait des appels, des démarchages téléphoniques. Il y a un Toulousain qui a créé une application qui s'appelle Sarah Croche. Et donc voilà, c'est chouette à utiliser. Moi, je l'utilise et on est un peu plus tranquille. Moi aussi, j'utilise. Et je vais rebondir un peu sur un projet Erasmus qui a pris pour nom SafeNet et qui avait été notamment organisé en 2 éditions, avec une première édition qui avait été en Estonie et une en France à Cap-Breton. Et ça regroupait des jeunes venus d'Hongrie, d'Allemagne, d'Estonie et de France. Et c'était justement pour parler des dangers du numérique et tout ce qui était la collecte et la sécurisation des données. Et ça permettait aussi de développer l'esprit critique des jeunes qui y participaient et de développer une attitude justement plus responsable vis-à-vis des informations et du partage des données sur les réseaux sociaux notamment. Et en prolongement de ce projet, il y a eu, dans le cadre du programme européen Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs, le projet Truth for Youth, qui a pris racine. Et c'est un projet justement qui était à destination des jeunes et qui visait à sensibiliser les jeunes aux contenus très souvent trompeurs et qui sont notamment justement sur les réseaux sociaux et avec des outils permettant de fact-checker. Donc fact-checker, c'est vérifier le contenu d'un article ou d'une source. Et pareil, ils apprenaient à vérifier les sources et à distinguer les faux contenus des vrais. Il y avait aussi un petit outil qui existait mais qui a disparu. Ça appartenait au monde. C'était le décodeur ou le décodex qui justement quand on mettait un article c'était un article, nous donnait l'orientation du média, sa véracité. Si par exemple c'était du Russia Today ou du Sputnik, ça disait que c'était des médias qui avaient tendance à avoir des vocations complotistes et c'était vraiment un outil intéressant, mais je crois qu'il a dû fermer. Ouais, je confirme. Après, tu as AFP Factuel, que tu peux aller consulter un petit peu. Ouais, tout à fait. Justement, la principale mission de True for Youth, c'était surtout de former des travailleurs jeunesse qui, eux, par la suite, transmettront leur savoir aux jeunes aussi. Et il y avait un échantillon de jeunes de 16 pays qui avaient répondu à des questions et ils disaient justement qu'ils avaient trop souvent on leur a très souvent dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on leur donnait jamais les moyens ou comment on doit s'y prendre. Et justement, ça leur a permis d'apprendre toutes les bonnes pratiques liées à ça, sans forcément que ça soit scolaire, vraiment avoir un côté très pratique et comprendre comment ça fonctionne. Moi, je sais que là, je suis en train de remonter. J'ai créé des comptes j'ai créé des comptes, des adresses mail. J'essaie de tout supprimer, de tout remonter. Mais c'est hyper compliqué et fastidieux. À l'époque, on créait des trucs. Il y avait pas conscience de la chose. Il y a un âge de toute façon où effectivement les conséquences à long terme, ça passe complètement au-dessus. Donc c'est pour ça que c'est à l'entourage des jeunes, en tout cas pour
pour une certaine tranche d'âge d'être vigilant. Parce qu'effectivement, on ne peut pas demander à quelqu'un de 12 ans de dire non, fais attention, tu ne sais pas ce qui arrivera plus tard quand tu chercheras un emploi. C'est beaucoup trop abstrait. Et c'est comme... il y a énormément de jeunes, je ne vais pas vous mentir, je l'ai fait aussi. Dans notre jeunesse, on a souvent tendance à mettre une fausse date de naissance pour accéder à des contenus. Et pareil, là, ils commencent à mettre des endroits où c'est qu'il faut justifier la présence, enfin l'identité et décliner notre âge pour vraiment avoir accès à certains contenus qui devraient être restreints justement. C'est le cas notamment avec plein de contenus pour les jeunes. Ils sont en train de faire en sorte qu'on ne puisse pas accéder tant qu'on n'a pas un certain âge. Pour rebondir juste une minute, moi j'ai créé un site internet du coup à destination des jeunes et des familles du territoire justement pour alimenter des banques de données et des ressources pour qu'ils puissent aller cliquer sur les liens pour avoir des réponses à leurs questions. Il s'appelle comment ? Alors rien de très ouf, c'est outils et astuces, voilà, mais du coup il est disponible en ligne. Est-ce que vous auriez quelques outils, par exemple pour se protéger la vie privée, éviter les fuites de données Alors, si on peut utiliser la navigation privée le plus souvent possible quand on est sur des sites, on sait qu'il y a des publicités et de la collecte de données. La navigation privée, c'est juste une autre façon d'ouvrir notre navigateur Internet et qui ne gardera pas de traces sur l'ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'on est incognito. Notre fournisseur d'accès aura toujours accès à notre navigation, mais au moins on limite les traces qu'on laisse. Après, pour tout ce qui est mot de passe, alors on parle de robustesse de mot de passe, on aurait envie d'avoir, il faudrait avoir un mot de passe différent sur chaque plateforme. Moi j'utilise KeePass, c'est un gestionnaire de mots de passe qui permet du coup d'avoir tous nos mots de passe en stockage local et pas en ligne, et c'est important parce que les GAFAM pourraient peut-être un jour nous les récupérer, on ne sait pas, et qui génèrent du coup des mots de passe uniques par plateforme. Donc moi j'utilise ça et je trouve ça chouette. Facile d'importation aussi. Moi j'utilise Proton Pass qui oui est sur internet, mais c'est vrai que c'est facilitant et je fais confiance pour l'instant à cette boîte suisse qui est plutôt efficace. Utiliser aussi le VPN qui va avec, qui est parfois utile, les alias de mail, comme ça on donne pas son adresse mail mais on reçoit quand même les mails au besoin et ils n'ont pas accès à notre adresse. Et aussi, il y a un outil qui est sorti là par le gouvernement français, c'est Filigrane. On peut mettre, quand on envoie, en fait, quand on loue un appartement ou quand on envoie des documents administratifs importants, on peut mettre un filigrane dessus. Bon, ça peut être enlevé, mais ça rajoute quand même une couche de sûreté sur sa carte d'identité, sur une carte, un passeport, etc. ou qui cache, en fait, et c'est eux qui te le créent, et ça permet d'avoir une sécurité en plus quand on envoie des documents importants, quoi. Moi, je serais amené juste à ajouter un dernier élément qui est tout simple, qui peut paraître tout bête, mais c'est mettre ses réseaux sociaux et ses comptes publics en privé. C'est quelque chose qui est important et ça évite tout ce qui est le scrapping, donc la récupération des données et l'OSINT au maximum. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cet épisode pour l'instant Wipsy. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous pouvez retrouver nos épisodes sur la chaîne de la Maison de l'Europe et sur Souvenir FM. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci beaucoup. Nous remercions aussi nos auditeurs pour ne rien rater et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Maison de l'Europe des Landes Wipsy ainsi que d'activer les notifications afin de recevoir l'intégralité de nos contenus. Portez-vous bien, à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.